Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous qui sommes sans passé, les femmes. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, vous avez entendu la houle, même vers la Corse. Rémi André était pour une fois dans nos studios, ça nous a fait plaisir de l'entendre. Alors nous sommes en guerre, et puis il faut rappeler que Sud Radio en ce moment, eh bien vous avez vu les chiffres, on vous les dit, on vous les a déjà dit ce matin. Croissance digitale de plus 47%, plus de 2 millions d'auditeurs connectés sur nos super numériques pour le mois d'octobre. Écoutez Sud Radio, ça marche bien, et on est très heureux parce que ça fait 7 ans qu'on est un certain nombre, une équipe qui s'est mis en marche et qui a fait ce qu'il a fait. Je voudrais spécifiquement, simplement aussi, grâce à quoi d'abord au fait que Sud Radio est une radio libre, qui accueille absolument tout le monde. Nous avons accueilli ici, je parlerai un peu de Berkov dans tous ses états, vous savez qu'on a accueilli tout le monde depuis, quand on a accueilli Raoult, on nous traitait de complotistes, quand on a accueilli Kémy Séba, on nous traitait d'islamistes, quand on a accueilli Perron, ou beaucoup d'autres, ou Charles Gave, on nous traitait de sulfureux. On a reçu tout le monde, et on reçoit tout le monde, pourquoi ? Parce qu'on reçoit, et vous le verrez avec Nicolas Meillan, qu'on a reçu aussi plusieurs fois, on ne prend que les gens qui savent ce dont ils parlent, qui ont la compétence ce dont ils parlent, et qui ne racontent pas n'importe quoi. On ne fait pas appel aux généraux de plateau, ni aux médecins de plateau, ni à ceux-là qui font des expertises. Et vous savez, vous nous remerciez, et vous êtes extraordinaires, parce que là où je me balade en France, on me parle de l'émission, on me parle de Sud Radio. Vous savez, c'est très simple. Nous avons fait, il faut savoir, nous, sur YouTube, je vous donne les chiffres de YouTube, Berkov dans tous ses états, on a fait énormément d'émissions avec plus de 100 000 vues chaque semaine. Nous avons fait une vidéo qui a fait 2 millions de vues, 3 vidéos à plus de 2 millions de vues, et 23 vidéos à près d'1 million de vues. Sur YouTube, uniquement sur YouTube, pas sur l'écoute, pas sur les podcasts. Ça veut dire que les gens sont heureux d'une chose, et depuis le Covid, et même avant le Covid, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ne lâchez rien, vous nous avez maintenu la tête hors de l'eau, vous êtes là, je vous le dire, c'est parce que justement, Sud Radio est une radio libre au vrai sens du terme. Et c'est pas seulement parlons vrai, c'est aussi parlons libre. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Rappelez-vous, nous étions le maillot jaune en matière de centrales nucléaires. Nous avions l'électricité avec EDF en monopole, la moins chère en tout cas d'Europe, en tout cas nous étions bien fournis. Et puis nous nous trouvâmes fort dépourvus quand le vent de la bise russe et ukrainienne fut venu. Alors où on en est aujourd'hui par rapport à l'électricité, par rapport à ce nerf de la guerre, et on sait combien d'entreprises aujourd'hui sont impactées. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Il faut toujours qu'on paye. Pour dormir, paye. Pour sortir, paye. Pour guérir, paye. Toujours paye, oui, paye. Eh oui, paye. Effectivement, paye. Eh oui, comme disait Michel Audiard, nous n'aurons bientôt plus que l'impôt sur les os. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, apparemment, on a entendu hier Bruno Le Maire, le ministre le plus brillant qu'on a connu depuis la 4e et 5e République, vous savez, ceux qui nous annonçaient la mise à mort de l'économie russe, eh bien, qui parlait à Sonia Mabrouk sur CNews. Et voici ce qu'il disait. Aucun prix ne va revenir au niveau d'avant-inflation, parce que les prix augmentent année après année, comme les salaires augmentent, et tout l'objectif, c'est que les salaires augmentent plus que les prix. C'est pour ça que nous nous battons. Mais pour revenir au prix de l'électricité, le téléspectateur, la première chose qui se demande ce matin, on est le 15 novembre, c'est de se dire, est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter ? Cette réforme ne s'applique pas avant le 1er janvier 2026. Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10% des tarifs de l'électricité, de votre facture d'électricité, début 2024. J'ai pris cet engagement, j'ai l'habitude de tenir mon engagement. Nous allons progressivement sortir du bouclier énergétique, donc il y aura cette hausse au début de l'année 2024, elle sera inférieure à 10%. Mais je rappelle, Mme Mabrouk, que nous payons encore 34% de la facture d'électricité des gens. Donc il faut en sortir progressivement pour revenir à la norme.
Alors, Nicolas Meillan, vous êtes économiste, on vous reçoit toujours avec plaisir, vous êtes membre des Écoloclastes, vous êtes ingénieur en énergie. Alors, avant le 1er janvier 2026, dormez braves gens, rien ne bouge, ou pas. Il faudrait un peu comprendre, parce que d'un côté, on entend que depuis des mois, là, il y a des gens qui nous disent, on n'en peut plus, on ferme l'entreprise, on ferme la boulangerie, etc., parce que l'électricité a été multipliée par 2, 3 ou 4, et d'autres, et voilà, et Bruno Le Maire qui nous dit, non, attendez, oui, il y a l'inflation, mais attention, ça va se calmer. Où on en est vraiment ? Où on en est, si vous voulez, j'aime bien le rappeler parce que Bruno Le Maire dit qu'il paye 34% de notre facture, mais il paye 34% d'une facture artificielle. Les Français ont eu depuis 3 ans des hausses de prix artificielle de l'électricité, et donc là ce qu'il nous dit c'est qu'on va arrêter. Artificielle, pardon Nicolas. Artificielle parce qu'elles sont simplement dues à un calcul, le calcul des tarifs réglementés, et ce calcul ubuesque inventé par un haut fonctionnaire il y a 10 ans ne prenait pas en compte le cas où les fournisseurs alternatifs demandaient plus d'électricité que ce qu'il y avait, et ce cas-là fait que la facture de tout le monde explose. A explosé. Voilà, D'accord. c'est juste parce qu'on a beaucoup de fournisseurs alternatifs qui ont demandé plus d'électricité que ce à quoi ils avaient droit. La fameuse fausse concurrence, quoi. Enfin, c'est des... Si vous voulez, il y a de tout. Il y a des gens qui ont investi dans la production d'électricité et qui produisent eux-mêmes de l'électricité. Et puis il y a des gens qui ont produisent juste des factures. Donc il y a effectivement une partie de gens qui sont inutiles. Ouais. Moi, je pense que ce qu'il fallait faire, c'est ce mécanisme de l'Arenh qui est finalement une dérogation au marché européen, il fallait l'améliorer, il fallait corriger ses erreurs. Et là, à la place, Bruno Le Maire a inventé une nouvelle usine à gaz. Donc, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que le prix de l'électricité diminue. Comme les hausses étaient artificielles, il n'y a pas de raison qu'on reste à ces prix-là. Et là, pour l'instant, en gros, l'accord annoncé par Bruno Le Maire, c'est que EDF va capter la rente du nucléaire au détriment des consommateurs et au détriment des entreprises. Bruno Le Maire oublie qu'en France, il y a des entreprises. Quand il dit qu'il prend en charge la facture, c'est la facture des clients finaux. C'est de la vôtre, c'est la mienne. Mais c'est pas celle des industriels, c'est pas celle des PME. Oui, il ne prend pas en charge la facture des PME, non, etc. Elles sont alors, il prend une partie, il faut le reconnaître, au lieu qu'ils payent 400 € du mégawattheure, ils en payent que 300. Il faut qu'ils s'estiment heureux que les prix étaient multipliés que par 3 et pas par 4. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème. Alors, je vais quand même... Ils payent 300 alors qu'ils en payaient 100 avant. Alors qu'ils en payaient 100 avant. C'est ça. Il y a quand même une chose intéressante, et je vais quand même le dire, parce c'est qu'il y avait, vous savez, les boulangers. Hein, toutes ces petites TPE qui, parce que avant, en gros, soit elles avaient été sous une certaine puissance, et dans ce cas-là, elles avaient le droit au bouclier tarifaire, soit elles étaient au-dessus, c'était 36 kVA, elles n'y avaient pas le droit. Et après, à partir du 1er janvier, toutes les TPE y auront droit. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais c'est la seule. C'est la seule. Le reste, toutes ces entreprises. Vous prenez un industriel qui a négocié son contrat en début d'année à 300 € du mégawattheure. Il s'est engagé sur 2 ans, sur 3 ans. Bien Donc ça va continuer. Il n'a pas de possibilité de renégocier. Sauf que les prix de l'électricité, en fait, ont beaucoup baissé en 2023. Moi, j'ai fait mon calcul. Quand Bruno Le Maire nous dit pas plus de 10 ou 20%, moi, mes calculs de ce calcul ubuesque, c'est moins 10, moins 20%. Donc alors, moi, je pense ce qu'on veut, c'est il faut qu'on retrouve un prix de l'électricité normal. Juste un chiffre. Bruno Le Maire parle de 70 € du mégawattheure. Combien coûte le nucléaire en Allemagne? Combien il coûte aux États-Unis? 20 à 30 € du mégawattheure. Donc on a aussi un problème parce que c'est... Chez nous, c'est 70 €. Chez nous, en fait, on a un nouveau calcul ubuesque d'un haut fonctionnaire qui nous dit c'est 60-70 €. Mais dans tous les autres pays du monde, comment est-ce que ça peut être le cas alors que le parc nucléaire est amorti et que l'uranium... Concrètement, ça coûte très très peu. Donc, on a quand même un manque de clarté. Et là, on n'aura probablement plus nos prix qui augmentent, mais il aurait fallu qu'ils baissent. Et là, pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Alors, justement, mais tout ça paraît, franchement, quand on l'écoute, quand on n'est pas, évidemment, t'entends. Je veux dire, dans l'art d'aménager l'électricité, les prix de l'électricité surtout, Nicolas Meillan, d'un côté, on entend... Alors, il y a eu des fortes hausses quand il dit... Alors, très précisément, quand Bruno Le Maire dit, écoutez, ça n'ira pas plus que 10%. Alors lui, il dit, il y aura une hausse de 10%. Vous dites, non, pas du tout. Alors... Lui, il dit qu'elle ne sera pas au-dessus de 10%. Lui, il a envie de continuer à faire augmenter ses prix parce que plus ils augmentent, moins ils payent de bouclier tarifaire. Mais
moi, quand je regarde les chiffres, je prends le calcul ubuesque qui est fait par la Commission de la régulation de l'énergie, Madame Emmanuelle Vargon. Quand je prends les chiffres actuels, les chiffres du coût de l'électricité qu'on a en ce moment, je vous donner un chiffre très précis. Aujourd'hui, on est à peu près à 150 € du mégawattheure. Ça, c'est le prix que payent les particuliers. Ça, c'est eh bien, moi, j'arrive à 130 ou 120. Donc, on est plutôt sur une baisse. Donc, je comprends pas pourquoi ils sont tous à annoncer. Et mon interprétation, c'est qu'en fait, on aura peut-être une bonne nouvelle, on aura été conditionné pour 10%, et puis ils vont arriver le 1er janvier pour nous dire, regardez, on a bien travaillé, on fait moins 10. Mais non, mais ça c'est juste parce que les prix ont baissé sur le marché, donc c'est normal. Alors, dites-moi, par rapport à ça, je veux dire, si on parle, nous on parle effectivement aux particuliers, mais on parle aussi aux entreprises, dans l'émission et à Sud Radio. Les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent là, vont dire, mais attendez, je comprends pas. Et vraiment, on en a eu, vous savez, des boulangers, des petites entreprises, des TPE, etc., qui nous disaient, moi je peux plus, je ferme. Donc, ce que vous leur dites, c'est pour le moment, mais ça va baisser, mais... Encore une fois, il y a une espèce d'arbitraire, ou en tout cas de flou terrifiant, je ne parle pas sur ce que vous dites, hein, Nicolas Meillan, mais sur l'information en général, où on entend tout et son contraire. Moi, c'est ça qui me frappe. En fait, le mécanisme qui a été annoncé par le gouvernement permettra d'éviter des crises, a priori, comme on en a connu. Mais on est sorti de cette crise-là. C'est une sorte de mécanisme... On est sorti de cette crise. En gros, le mécanisme, il permet d'éviter à l'État... de payer 40 milliards d'euros de bouclier artificiel. Je vais quand même juste dire que les 20 milliards d'euros que va payer l'État en 2023, c'est 20 milliards d'euros qui vont quand même dans la poche d'EDF, hein, donc ils sont pas perdus. Et de toute façon, on aurait dû les mettre d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est juste un arbitrage entre l'argent... Ça ne va pas chez les particuliers, ça va chez EDF. Ça va chez EDF, on recapitalise EDF avec l'argent des particuliers, hein, le bouclier tarifaire, et donc aujourd'hui, le consommateur, et ce qui est très gênant avec ce qui a été annoncé, c'est que, vous l'avez rappelé, l'atout historique de la France, c'est que notre électricité était 2 fois moins chère que celle des autres. Eh bien ça, avec cette annonce, c'est terminé. Hein. Quand on voit les Allemands, ils vont offrir de l'électricité à 60 € du mégawattheure à leurs industriels. Et nous, on est à au moins à 70. Donc c'est ça qui est terrible. Les entreprises, pourquoi elles venaient en France ? Parce qu'on avait l'électricité la moins chère. Ça, avec le mécanisme actuel, c'est terminé. Alors attendez, ça m'intéresse. L'Allemagne vient de fermer, vous le savez, ses 3 dernières centrales nucléaires. Termine le central nucléaire. Et depuis ils importent le nucléaire de chez nous. Voilà. Et on ouvre les centrales à charbon par flopée, croisée et multipliée. Comment il se fait que l'Allemagne donne 70 € par le mégawattheure et que 60. La France, 60 exactement, et que la France nucléarisée va donner 70 €? Ben ça, c'est un rapport de force. Alors, on nous a expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'il y a 3 semaines, la France avait gagné une négociation au niveau européen pour des contrats sur le nucléaire, où elle pouvait mettre un prix plancher. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'était une victoire à la Pyrrhus. Premièrement, parce qu'elle a été en échange d'aide d'État. L'Allemagne, aide d'État pour son industrie. Donc, c'est ça qu'on a mis dans la balance. Et ce contrat qui était intelligent, c'était des contrats pour différence. Ça permettait que si le prix de l'électricité devenait trop bas, l'État compensait les pertes pour EDF. Ça, c'était bien parce que c'est comme ça que EDF a perdu de l'argent entre 2012 et 2020. C'est parce que le marché était trop bas. Donc, c'était bien ce mécanisme. Mais là, ils l'ont mis à la poubelle avec ce qu'ils viennent d'annoncer parce qu'en fait, ils ont peur que ce soit retoqué par Bruxelles pour aide d'État, alors qu'ils avaient eu ce mécanisme contre les aides d'État de l'Allemagne. Donc en fait, on vient et c'est bien ce qu'a dit Emmanuel Macron, on vient de perdre notre avantage compétitif face à l'Allemagne sur l'électricité et les entreprises auront accès à une électricité plus chère. Mais si je comprends bien, vous comprenez bien Nicolas Meillan, l'Europe et le couple franco-allemand ne s'est jamais aussi bien porté. Comme on dit, l'axe de l'Europe, le couple franco-allemand. En fait, ils sont là à essayer de voir qui va gagner au bon taux. Ils sont là à... L'Allemagne défend ses intérêts mieux que nous. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Nous, on aurait pu faire évoluer le mécanisme existant. Le nucléaire, je vous dis, les coûts parce que dans les 60 €, il y a du coût de démantèlement, mais est-ce qu'on va le faire ou pas ? Enfin, c'est des coûts assez inflatés. Mais dans tous les pays qui sont concurrents de nous, ils ont une électricité à... Je vous ai dit 50, aux États-Unis c'est 50 € du mégawattheure, ici c'est 60, donc on va être juste plus cher. Donc réindustrialiser quand vous avez une électricité plus chère, et je parle pas encore du gaz, parce que là le gaz pour le coup on est 4 fois plus cher qu'aux États-Unis, hein, oui. depuis la guerre en Ukraine.
franchement, ça va être compliqué. Donc, cet accord, si vous voulez, tous les experts, tous les gens qui regardent le marché de l'électricité sont un peu stupéfaits. On comprend pas. On comprend pas ce qu'ils ont voulu faire parce qu'en fait, il est beaucoup du côté d'EDF et en fait le consommateur est un peu oublié dans l'affaire et les entreprises aussi. Donc, alors il n'est pas terminé, il va y avoir un débat, donc on peut encore en discuter, mais si vous voulez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que nous ont légué nos parents, nos grands-parents, ce parc nucléaire amorti, pour l'instant la rente, elle est repassée chez EDF. Elle n'est plus pour nous, elle n'est plus pour les industries. Alors que c'était formidable parce qu'on avait ce parc nucléaire qui nous permettait de vivre, en tout cas, à un certain niveau. Ce ne sera pas tout de suite le cas. Merci Nicolas Meillan. Merci vos éclaircissements. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pour Clara, un prix littéraire, le seul, l'unique en France, pour adolescents, pour moins de 18 ans. Une fondation, des donations, 16e prix Clara 2023. Et vous allez voir, c'est très intéressant, c'est une histoire tout à fait bouleversante, on peut le dire, que va nous raconter Bernard Spitz. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Langue de mon pays, voilà, une très 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 belle chanson d'Yvan Dautin, magnifique, la belle langue de mon pays. Et voilà, vous savez, on dit aujourd'hui, ça y est, les ados, ils savent plus écrire, ils savent plus rien, l'orthographie, etc. L'orthographe est finie, terminée, c'est l'analphabétisation galopante en France. Il y a de ça. Mais il y a aussi des gens qui luttent. Et notamment, un prix qui a été créé, le prix Clara, on va expliquer pourquoi le prix Clara. Eh bien, 7 jeunes plumes singulières bouleversent par leur talent. C'est 7 nouvelles d'adolescents qui ont moins de 18 ans et qui écrivent. Et vous allez voir, si vous lisez, il faut le lire, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions de Fleurus, vous allez voir combien ils ont, ceux-là, du talent. Et il n'y a pas de raison, et ils sont 7, mais il y en a des centaines, voire des milliers, qui ont autant de talent. Bernard Spitz, vous avez décerné ce prix hier, avec la Fondation Clara. Juste rappeler, je le dis rapidement, mais c'est votre fille Clara qui est morte de malformation cardiaque. Oui, il y a 1% des enfants, André, qui naissent en France, comme partout ailleurs d'ailleurs, avec une malformation cardiaque. C'est très peu connu. La pédiatrie cardiaque, c'est quelque chose, ce sont des petits services, et ce sont des gens extraordinaires qui, partout, essayent de sauver des enfants qui ont des malformations cardiaques. Quand vous annoncez à l'antenne qu'un enfant s'est écroulé sur un terrain de foot, on se dit il a fait une crise cardiaque. Oui, mais pourquoi ? Et en fait, en réalité, c'est parce qu'il y a des malformations cardiaques qui sont qui ne déclenchent pas de sujet au départ, donc il n'y avait pas d'alerte. Mais en fait, c'est fatal si on ne les anticipe pas et si on ne les traite pas. C'est ce que fait le professeur Bonnet de l'hôpital Necker. Donc l'idée qui est née d'un certain nombre d'écrivains quand Clara est décédée, des grands écrivains, comme Éric Orsena, comme Georges Semprin, la famille d'Ormesson, Gilles Cohen-Solal, etc. Ça a été de se dire, finalement, elle écrivait beaucoup, elle lisait beaucoup. Le sens, c'est de transformer une expérience tragique en quelque chose de positif. Comment ? De faire que tous les jeunes enfants, tous ceux qui ont envie de lire et d'écrire, puissent avoir leur chance. C'est difficile. Ouais. Quand un jeune veut faire des jeux vidéo, s'il est bon, il va trouver. Mais écrire, ça c'est dur. C'est pas évident, effectivement. Et c'est un hommage effectivement à Clara, qui est morte à quel âge ? 13 ans et demi. À 13 ans et demi, voilà. Comme d'ailleurs la plupart des enfants qui ont ce type de malformation. Et alors donc justement, depuis des années, voilà, chaque année vous le faites, vous le fêtez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez constaté, et ça c'est formidable, qu'il y a de vrais talents chez ces adolescents. Mais il y a beaucoup de vrais et de grands talents. Et honnêtement, quand on regarde depuis maintenant, on a fêté à l'Académie française. L'Académie française a reçu hier les 100 premiers lauréats du prix, puisque depuis 16 ans, effectivement, au total, il y a une centaine de lauréats qui ont été primés. On les a reçus et c'était très émouvant parce qu'en fait, à la fois, on voit à travers la lecture de ce qui est de leur texte, on voit les thèmes récurrents chez les adolescents, les problèmes familiaux, les problèmes de santé, le harcèlement scolaire, le suicide. Un des thèmes qui revient, ce qui se passe dans la tête d'un ado, il faut lire les prix. Mais aussi, tous les sujets de société. Dans le prix cette année, on parle de quoi ? On parle d'intelligence artificielle, on parle de harcèlement à l'école, on parle de la guerre, il y a 2 textes sur la guerre, on a parlé de l'environnement depuis toujours, et il y a des textes qui sont d'une force
très supérieure, honnêtement, à ce que peuvent écrire des adultes. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une vision du monde que nous n'avions pas à leur âge. Et il faut l'écouter. Eh bien, je crois que c'est très très bien de l'écouter. C'est pour ça qu'on vous a fait venir Bernard Spitz parler de ça. Et du point de vue des recherches sur les malformations cardiaques, vous intervenez aussi. Nous intervenons, nous essayons d'aider les médecins dans leur recherche. Et donc, en fait, ce qui s'est passé avec le prix, c'est que, il y a une centaine d'enfants chaque année qui sont victimes qui s'effondrent parce qu'on n'avait pas anticiper ça, mais ce qui est vrai en France est vrai en Italie, est vrai en Allemagne, est vrai partout. Et d'ailleurs, dans aucun de ces pays, il y avait des grands prix, il y a de prix littéraires pour les ados. C'est un peu et maintenant, si, il va y avoir. C'est comme si le monde des adultes n'en avait rien à faire. On veut bien de leur voix lorsqu'ils votent à 18 ans, on veut bien... On leur avant 18 ans, ils ne votent pas, donc on s'en fout. C'est ça. Oui, on s'en fout, mais sauf que c'est eux qui héritent et du déficit et des décisions qui sont prises aujourd'hui. Donc, on ferait peut-être mieux de les écouter. Ils ont plus de vision sur les choses que nous ne croyons. Mais, du coup, c'est vrai dans tous les pays. Et donc, le prix, en fait, il a, dans une espèce d'alignement de planète, c'est fait, et que donc en Italie et en Allemagne, désormais, le prix existe. La plus grande écrivaine pour la jeunesse en Allemagne préside le prix. On trouve en Italie des grands écrivains comme Veronesi ou D'Empoli qui font partie du jury, avec d'ailleurs des jeunes. Et donc l'idée, c'est partout pareil, de donner aux jeunes qui ont envie d'écrire la chance et la confiance en eux pour le faire. Ouais, c'est bien. Et vous allez étendre ça à l'Europe ? Vous allez étendre ça à partir du moment où on est dans 3 pays, on est déjà éligible à travers la logique administrative européenne. Mais l'important, c'est qu'on peut faire des croisements dans tous les sens. C'est-à-dire que d'ores et déjà en Allemagne, beaucoup de jeunes Allemands apprennent le français à travers des textes du prix Clara, parce que l'un des plus gros éditeurs allemands de livres scolaires va les publier. Oui. Et donc, on va avoir entre l'italien, le français et l'allemand ces possibilités de croisement. Quant à la recherche, à chaque fois, le prix de la vente du livre, qui est modeste, et qui est vraiment, et devrait être à Noël, une idée pour tous les ados, quand les parents s'inquiètent de les voir uniquement sur les réseaux sociaux. C'est 12 euros, le prix de vente est de 12 euros. Le produit de la vente va au financement, donc, de la recherche, et on a déjà pu faire des grands progrès. Le professeur Bonnet à Necker, mais il a des homologues en Italie, en Allemagne, avec lesquels il travaille, et donc on va mutualiser cet effort. Voilà, nous, c'est les Français parlent aux Français. Le prix Clara, c'est des ados qui écrivent pour des ados, mais aussi pour nous, parce qu'on peut le lire et c'est très très fort. Donc vous allez continuer, Bernard Spitz. Bien sûr. Plus que jamais. Bien sûr, l'objectif, c'est que ce prix s'inscrive effectivement dans toute l'Europe et qu'on puisse être un pont de connaissances et de compréhension. Les Italiens ont créé un système pour une institution pour suivre l'évolution du langage, de la langue italienne à travers les ados. C'est quelque chose qui peut être inspirant. La belle langue, oui, absolument. Et ce qui est très très important, c'est que voilà, non seulement ils lisent les ados, mais ils vont lire les grands auteurs, ils vont lire, parce qu'on leur apprend de moins en moins de choses, mais justement c'est un mouvement de résistance. Et c'est là que toutes les initiatives de ce genre, on va en parler après avec Greg Bakian, dans un autre domaine, c'est très très important que on sache, on n'est pas seul, on n'est pas dans des monades atomisées, on n'est pas dans sa petite planète, on est avec les autres. Est-ce que je peux ajouter juste une chose ? Oui, Bernard. Dans ce livre, chaque auteur, jeune lauréat, se présente et explique pourquoi il a voulu écrire. Il y a une chose qui est très frappante, c'est le cas depuis tous les ans. Cette année, tous les lauréats ont spontanément, sans consulter, parlé de leur professeur de français. Ils ont voulu rendre hommage à leur professeur de français. Et nous savons tous ce que ça signifie, bien sûr. Par rapport. Nous avons tous été formés par nos professeurs de français. Oui. Aujourd'hui, Samuel Paty, Dominique Bernard, voilà. Et etc. ça, c'est ce que les jeunes leur reconnaissent et pour cela les remercie. Merci Bernard Spitz. Voilà, le prix Clara, lisez-le, lisez pour Clara, nouvelle d'ado chez Fleurus. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Magnifique chanson de Greg Bakian. Oui, on parlait des adolescents qui écrivent. Eh bien, vous célébrez l'adolescence, Grégory Bakian. J'avoue, je ne connaissais pas Grégory Bakian. Je l'ai entendu dans une soirée en hommage à Aznavour et j'étais très très emballé d'abord par votre talent et parce que vous chantez. Et vous avez aussi chanté un peu d'Aznavour, mais le reste. Et donc, Grégory Bakian, vous venez parce que dans quelques jours, lundi prochain,
vous êtes à l'Alhambra. Et vous êtes à l'Alhambra non seulement pour chanter, bien sûr, mais pour une cause et pour plusieurs causes. Oui, tout à fait. Très importantes. Alors d'abord, racontez-moi, donc cette soirée, il y aura vous et puis il y aura d'autres personnes. Je dis ça pour ceux que ça intéresse. Donc lundi prochain à 20h, c'est ça ? C'est ça, lundi prochain à l'Alhambra de Paris à 20h, une grande soirée caritative des Voix pour la vie. Un spectacle au profit de 2 associations. L'association Neuve de Cœur, fondée par Jean-Pierre Papin et son épouse, qui vient en aide aux enfants lésés cérébraux. Et puis l'association Adrien, qui soutient les enfants atteints de cancer et de leur famille, qui est basée à Pégomas, dans le sud de la France, et qui a créé une maison qui s'appelle la maison d'Adrien, avec des chambres, justement, des salles de jeu, vraiment le nécessaire pour égayer un petit peu un quotidien qui n'est pas facile et simple pour les enfants malades et leurs familles. Donc on sera là-bas réunis pour ces 2 associations avec Chantal Latsou, qui nous fait l'amitié d'être présente, Tex, Makassi, Rebecca, la petite Rebecca Sayak, gagnante de The Voice Kids, qui a 13 ans et qui a déjà une voix incroyable. Moi-même, bien sûr, et Louise Fernandez, qui sera notre invité d'honneur cette année. Ouais. Et quelque part, Grégory Baquian, on en a parlé dans les coulisses quand on s'est vu justement, c'était à Bobino. Il y a quelques temps. Et je sais que vous étiez aussi évidemment passionné, concerné par ce qui se passe en Arménie. Oui, bien sûr, forcément de par mes origines paternelles, oui. Et est-ce que pour vous, ce qui se passe derrière ce contexte, toutes ces guerres un peu au Proche-Orient, Arménie, Ukraine, etc., est-ce que pour vous, on est dans un climat effectivement, c'est pas nouveau, mais enfin anxiogène et assez fort en ce moment, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout à fait. Mais vous dites que plus, justement, est-ce que plus ce climat est anxiogène, plus il faut se battre pour les bonnes causes ? Oui, complètement. C'est vrai que ça devient un petit peu, quand on voit l'état aujourd'hui de la société et du monde actuel, c'est vrai que c'est très préoccupant. Nous autres artistes, avec cette sensibilité aussi, moi je suis très inquiet par tout ce qui se passe, bien sûr, que ce soit en Arménie ou en ce moment avec le conflit également israélo-palestinien qui dure depuis tant de temps, mais en tout cas, bien sûr, nous artistes, on a ce devoir, je dirais, quand on le peut, de pouvoir se réunir pour faire passer certains messages déjà de solidarité, d'amour, bien sûr, de tolérance, malgré nos différences qu'on peut avoir aussi parfois culturelles entre nous, mais voilà, on est un peu limité dans nos actions, puisque bien sûr on n'a pas le pouvoir que peuvent avoir certains, notamment en politique par exemple, mais je pense qu'on a aussi une responsabilité de faire passer des messages qui sont quand même fondamentaux et importants. Et alors Grégory Baquian, parlons un peu chanson aussi. Oui, avec plaisir, oui. Vous, ça a été quelque chose, vous êtes né dedans, vous êtes tombé dans le potage magique. Alors, pas si tôt que ça, parce que j'ai gagné Graines de Star quand j'avais une quinzaine d'années, 15-16 ans, donc à l'époque de leur envoyer avec Le Temps des cathédrales une chanson de Notre-Dame de Paris, donc c'est vrai que c'est cette première grande scène qui m'a donné envie de poursuivre la musique. J'ai arrêté le sport automobile, parce que j'étais pilote de karting en compétition, je m'apprêtais à participer au championnat d'Europe de Formule 4, donc à 3 échelons de la Formule 1, et j'ai arrêté le sport automobile pour diverses raisons, notamment des raisons économiques, financières, parce que c'est des sports très coûteux, et j'ai persévéré dans la musique. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 19 ans, je crois 18-19 ans, et j'ai rencontré Charles Aznavour à ce moment-là, qui m'a ensuite un peu pris sous son aile et offert une chanson inédite qui s'appelle Adolescence, donc qui a été, je crois... Oui, c'est un texte d'Aznavour. Alors Charles avait fait la musique, et Michel Jourdan, on avait fait les paroles avec Michel Jourdan, immense auteur évidemment, qui a écrit tant de grandes chansons dans l'histoire de la chanson française, et j'ai eu cet honneur-là de pouvoir collaborer avec ces deux géants de la chanson. Et Charles Aznavour, on a partagé aussi 2 autres titres ensemble qui ne sont pas encore sortis. D'accord. Et que vous n'allez pas aller chanter lundi, non ? Non. Lundi, non. C'est les 3 premiers singles que j'ai sortis qui seront interprétés, mais peut-être que ces chansons sortiront un jour sur un album dont la couleur sera plus favorable à ce qu'on les mette, quoi, voilà. Bah écoutez, en tout cas, voilà, lundi, vous savez, vous avez rendez-vous pour ceux qui sont à Paris ou qui passent par Paris, à l'Alhambra, effectivement, pour écouter Grégory Baquian, ses amis. C'est non seulement pour la bonne cause, mais c'est aussi vous écouterez ce que j'appelle un vrai crooner, au bon sens du terme. Merci. C'est gentil, Baquian. Merci beaucoup, merci André. Ici Sud Radio.
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà, Madame Hidalgo, lassée d'un long voyage, est revenue tel Ulysse à Ithaque. Et imaginez-vous que de très mauvais esprits, chagrins, grincheux, sûrement aigris et probablement jaloux, lui ont reproché d'être allé 3 semaines à Tahiti, alors qu'elle devait y aller pour une très bonne raison. En tant que maire de Paris, surveiller les épreuves de surf qui se passaient pas à Paris mais à Tahiti. Et alors, qu'importe les 20 000 kilomètres, pourvu qu'on ait l'ivresse. Le problème, c'est qu'elle n'est même pas allée voir les épreuves de surf à Tahiti et qu'elle a prolongé son séjour de 3 semaines. Et alors, on l'a dit déjà ici, vous le savez, que elle travaillait tellement pour rendre ce Paris aussi étincelant qu'il l'est aujourd'hui qu'elle a bien le droit à 3 semaines, même 1 mois, même 1 année, sous les tropiques ou sous les alizés. Eh bien voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été en butte, à son retour, à un certain nombre de protestations. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Une Paturelle qui fait que des bêtises. Mais non, Anne Hidalgo ne fait pas que des bêtises. Elle fait aussi d'autres choses. Alors on l'a interpellée sur ses voyages au Conseil de Paris, effectivement, pour dire, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Alors les élus d'opposition, qui sont toujours mécontents, ils sont pas contents, ils ont même parlé de Tahiti Gate, vous imaginez? Comme si c'était, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien volé, elle a même pas pris un ananas. Non, elle est rentrée. Alors, il y a eu une séance hier, mercredi, assez fort sur son long déplacement à Pacifique Sud, qui a quand même coûté la bagatelle de, je crois, 60 000 euros. Bon, et alors, qu'est-ce que c'est 60 000 euros quand on dirige Paris? Eh bien, Anne Hidalgo, donc détracteur, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Eh bien, elle s'est dit, je vais défendre mon séjour et je vais expliquer pourquoi j'étais là. Écoutez, Anne Hidalgo, hier, au Conseil de Paris, en pleine discussion. Vous avez, dans vos expressions, cité un certain nombre de déplacements de cette année. Permettez-moi de vous dire qu'il y a d'abord un oubli majeur, mais que je tiens, compte tenu des circonstances, à rattraper ici. Vous avez oublié de mentionner dans votre t-shirt sur le Hidalgo Tour, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé, vous avez oublié de démarrer par le premier voyage par lequel je commence toujours en janvier. Toujours. Auschwitz. Vous avez oublié Auschwitz. Vous avez oublié... Non, c'est vous qui êtes indécent. Alors là, écoutez, vraiment, je ne dirais pas que les bras m'en tombent, je ne dirais pas que je me gratte la tête, je me dirais, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi? C'est très bien qu'Anne Hidalgo dit qu'elle va chaque année en janvier à Auschwitz. Très bien, enfin écoutez, c'est et sa liberté et son engagement, et on le salue. Mais qu'est-ce que ça a à faire pour expliquer, pour se défendre contre 3 semaines à Tahiti? Elle parle d'Auschwitz, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de parler de choses, c'est-à-dire que si elle dit Auschwitz, Anne Hidalgo n'a plus droit à même pas une interpellation. Comment? Je suis allé à Auschwitz, donc... Tout le reste, c'est indécent. Comme elle a dit, c'est vous qui êtes indécent. Il y a quand même quelque chose d'assez, et au-delà d'Anne Hidalgo, d'assez terrifiant en ce moment dans le langage politique contemporain. C'est-à-dire qu'on ne discute plus, on ne donne plus des arguments, on donne des étiquettes. Voilà, moi je suis comme ça, et vous osez parler de moi et me lancer des horions et des diatribes, alors que regardez, je suis allé là, donc c'est fini, ne me parlez plus, voilà, je suis hors sol, je suis hors discussion, je suis hors accusation, je suis allé à Auschwitz, voilà, terminé, il n'y a plus rien à dire, ni sur la gestion de Paris, ni sur la propreté de Paris, ni sur les rats autour de la Tour Eiffel, ni sur la pollution de la Seine dans laquelle on devait nager pendant les Jeux Olympiques, non, fini, circuler, il n'y a rien à voir. Regardez où je suis allé, et taisez-vous, bande de gueux. Vous savez, quand la discussion politique arrive à ce niveau, je dirais à cet abîme, il y a quand même un problème. Et ce n'est pas, attention,
que Anne Hidalgo, hein. Loin de là. Et elle est loin d'être la pire dans cette espèce de pathos, de cette émotion, je dirais presque obscène dans laquelle on se vautre aujourd'hui. C'est plus possible. Il y a vraiment autre chose à faire pour Paris et pour les autres. Et encore une fois, je le dis, je le répète, je le radote. Travaillez, fermez-la, faites le job pour lequel on vous paye. Et puis, essayez d'écouter ceux qui sont là et qui payent et à qui n'ont pas droit à la parole et qui, eux, se contentent de subir. Non, ça suffit comme ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lorsque les cloches cesseront de sonner, avait écrit Philippe de Villiers. Je ne sais pas si les cloches s'arrêteront de sonner, et qu'on soit athée, agnostique, chrétien, juif, musulman, bouddhiste ou autre. Qu'est-ce que ça veut dire quand, à la suite d'énormément d'églises, de bâtiments, etc., la basilique du Sacré-Cœur à Rouen, il y a 2 jours, dans la nuit du 14 au 15 novembre, a été cambriolée et pillée. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce vandalisme imbécile ? Voilà, des vases sacrés ont été dérobés, des marches de l'autel dégradées, des dizaines de milliers d'euros de dégâts. Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les églises qui sont un espace ouvert, qui devrait d'ailleurs être ouvert, soit aux fidèles, soit aux visiteurs, c'est devenu quoi ? C'est devenu une espèce de lieu de la rapacité des gens, de l'imbécilité des gens, du fanatisme de certains, je ne sais pas. Alors, la police s'en est occupée, mais vous savez, on voulait faire ici la liste des églises, des chapelles vandalisées depuis quelques années. On peut pas la faire, elle est trop longue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez une épuration, je ne dirais pas ethnique, bien sûr, mais une épuration sacrificielle, une épuration spirituelle qui se passe dans ce pays, au niveau de l'architecture. C'est quand même hallucinant, on va pas chercher qui que quoi, la police s'en chargera, mais c'est quoi ? C'est quoi ça ? Alors vous voulez quoi ? Demain, ce seront les prix Dieu qui sont par milliers dans toutes les routes de France et de Navarre. Après demain, ce sera quoi ? Les sacristies. Après, mais c'est quoi ? Les cimetières, bien sûr. Ça a commencé depuis longtemps. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose de totalement nihiliste, mais nihiliste au très mauvais sens du terme. Et surtout, il y a quelque chose de totalement décomposé. Je veux bien qu'un certain nombre de gens aient la cervelle embouillie et qu'il n'y a plus que le désert du Sahara et le vent du Sahara qui passe. Il n'y a plus qu'un dernier neurone qui se bat avec l'avant-dernier. Enfin, ça va comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui accepte qu'on démolisse son patrimoine, parce que c'est un patrimoine non seulement religieux, non seulement spirituel, c'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine mémoriel. Et qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire ? Oui, c'est ça, on laisse faire, oui, circuler, rien à voir, comme d'habitude, ça suffit. Si vous ne voulez pas que ce pays devienne une maison de passe, un open space, mais un open bar, peut-être il est temps à chacun d'entre nous de se réveiller un peu. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h54 sur Sud Radio, l'heure pour nous de présenter ce face-à-face exceptionnel aujourd'hui avec Guilain Benessa, avocat, essayiste et surtout auteur de ce nouveau livre, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple. C'est publié chez L'Artilleur. Bonjour à vous Guilain Benessa. Bonjour. Alors, avant les informations, on va juste présenter ce livre, Guilain Benessa, Le référendum impossible, avec une préface de Michel Onfray. Ah, encore un souverainiste, celui-là. Hein. Exactement, oui. Alors le sous-titre est intéressant, ça a apparu aux éditions de l'Artilleur. Comment faire taire le peuple ? Oui, c'est vraiment le problème, il est posé. Votre livre est très intéressant, Guilain Benessa, parce que vous parlez effectivement, c'est l'article 3 de la Constitution. Hein, absolument. La République. Rappelez l'article 3, vous connaissez sûrement
beaucoup plus par cœur que moi. Alors, très simple, et il est parlant, il est symbolique et il parle à tout le monde. La souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce soit par le biais de ses représentants, soit lui-même. Donc ça veut dire tout simplement que la souveraineté appartient au peuple avant tout, et c'est juste simplement qu'il l'exerce, soit par ses députés, soit par sa propre voix en direct. Et soit par c'est marqué le référendum. Exactement. C'est marqué dans la Constitution. Exactement. Ouais. Et quand on dit qu'il parle de lui-même, le mot référendum est utilisé immédiatement, article 3, c'est-à-dire dès l'ouverture de la Constitution, pour bien dire que ce texte appartient au peuple lui-même et à nulle autre personne. Ça veut dire que les députés ne sont pas propriétaires de la Constitution, mais que le peuple, c'est-à-dire tout un chacun, est dépositaire de l'instrument suprême qui permet de décider de la chose politique. Voilà, et c'est pourquoi votre fille est muette, c'est pourquoi on veut rendre le peuple muet, c'est pour ça que personne pratiquement ne parle de cet article 3. D'ailleurs, depuis 2005, le référendum... Va des rétro Satanas, on va en parler après les informations et on va avoir le temps d'en parler avec Guilain Benessa. Et avec vous au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h04 sur Sud Radio, face à face jusqu'à 14h aujourd'hui avec vous au 0826 300 300 et avec Guilain Benessa, avocat, essayiste, docteur en droit et surtout auteur de ce nouveau livre, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, c'est publié chez L'Artilleur. Alors un livre très intéressant, passionnant même, parce que au fond, vous racontez l'histoire de la Ve République à travers l'attitude face au référendum, Guilain Benessa. Alors racontez-nous donc Ve République, 58, ratifié en 62, enfin les présidentielles en 62, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la philosophie face à justement cette expression du peuple qu'est le référendum? Alors, la philosophie, elle tient en quelques mots en fait. De Gaulle arrive au pouvoir, De Gaulle veut régler les dysfonctionnements français qui traînent depuis très longtemps, c'est-à-dire les scories parlementaires, la faiblesse du régime. La France sort en lambeaux évidemment de la Seconde Guerre mondiale, malgré la résistance bien sûr. Ensuite, la 4ème République de 46 à 58 est un problème puisqu'elle est complètement phagocytée par ce qu'il appelle à l'époque lui-même le régime des partis, donc pourtant, la faiblesse. C'est les 30 Glorieuses quand même qui ont commencé. Absolument, du point de vue économique, mais du point de vue politique, c'est un jeu de blocage partisan. En fait, pour être clair, c'est une sorte d'assemblée ultra minoritaire qui joue un grand jeu constant, c'est de s'auto-bloquer. Donc personne n'a jamais la majorité, rien n'en sort jamais. Résultat des courses, le blocage est permanent, la guerre d'Algérie frappe, et donc le régime de la 4ème République n'a d'autre choix que d'appeler le général de Gaulle, dont personne ne veut, mais qui finit par prendre le pouvoir. Et là, qu'est-ce que fait le général de Gaulle? C'est ce qu'il traînait dans sa besace depuis très longtemps, c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est qu'en fait il met en place un régime fondé sur une idée très simple, extrêmement simple, c'est que, 1, il faut un chef, c'est-à-dire le président de la République, 2, il faut un peuple. C'est-à-dire, il faut une relation entre un peuple et son chef. Et cette articulation... Relation directe. Exactement. Voilà. Cette articulation, un peuple et un chef, qui sont en relation directe, notamment par l'élection au suffrage universel direct, on en reparlera peut-être, et à côté de ça, le référendum, sont les deux marques de fabrique de ce que veut le général de Gaulle, à la fois pour favoriser une souveraineté populaire et pour mettre fin au blocage, c'est-à-dire aux élites parlementaires qui bloquaient tout jusque-là. C'est ça, les élites parlementaires sénatoriales ou Assemblée nationale. Mais alors justement, est-ce que dès le départ et d'emblée, le général de Gaulle met le référendum à égalité, en tout cas à égal niveau avec l'élection? Absolument. La démocratie représentative. Absolument. Oui, tout à fait. Absolument. En fait, il faut bien comprendre que De Gaulle, on le voit souvent, ce qui est vrai, comme le grand héros, je veux dire, le héros, si tant est que l'héroïsme soit encore de mise aujourd'hui, parce qu'on a un peu à mal fou en parler, admettons. Certes. Mais par-delà l'héroïsme de Gaulle, c'est un penseur constitutionnel. C'est un type qui, on l'oublie un peu, mais par-delà son génie militaire, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement renseigné sur la façon dont une constitution doit être façonnée, écrite, dont les équilibres sont faits. Ce qui fait que quand il la rédige, il n'est pas seul, hein, il a une armée dont Michel Debré avec lui et d'autres, René Capitan, je ne vais pas tous les citer. Quand il rédige ça, il sait parfaitement, où les clauses, où les points d'impact du texte doivent être mis.
Et c'est en toute conscience que lorsqu'il rédige la Constitution, on rajoute, et je le raconte précisément dans le livre, comment est-ce que la rédaction de l'article 3, elle change à peine de la Constitution précédente, mais en quelques mots, on change en fait tout. Alors expliquez, c'est intéressant. Très simple. Ouais. Et c'est par rapport à la Constitution de la 4e République. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que disait la 4e ? La 4e disait que le référendum pouvait être utilisé, donc on l'avait pas viré, il existait le référendum, mais il était simplement utilisé, potentiellement, dans l'hypothèse de révision constitutionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et je veux dire, c'est extrêmement simple à comprendre, même pour des non-juristes, hein. C'est-à-dire qu'à part l'hypothèse extrêmement rare comme un merle blanc, comme je le dis d'ailleurs dans mon bouquin, l'hypothèse rare d'une refonte générale des institutions, en fait, le peuple ne sera jamais consulté. La 4e République ne le savait très bien. On savait qu'on avait mis le référendum pour ne jamais l'utiliser. Qu'est-ce que fait le général de Gaulle ? Il rédige l'article 3 de la Constitution, et il enlève la particularité, cette spécificité. Il ne dit plus réservé en cas de... Oui. Exactement, il dit simplement le référendum est là. Ce qui veut dire qu'en écartant cette espèce d'exception, il dit bien que le référendum devient une arme, j'allais pas dire quotidienne, c'est trop fort, mais une arme normale. Une arme présente. Une arme présente pour légiférer, pour décider, pour consulter les citoyens dans une articulation logique des institutions. En gros, la politique nécessite, dans tous les sens du terme, une articulation sur le peuple et la voix du peuple doit se faire entendre. Telle est la révolution du général de Gaulle. Absolument. Quelques mots, mais on change tout. Oui, très important, effectivement. Il suffit de savoir comment formuler, c'est toujours pareil. Alors, ça commence donc 58 et l'élection présidentielle, c'est 62 au suffrage universel, si je ne m'abuse. Alors, non. 62, c'est la Constitution, non, c'est ça. Exact. Alors 62, c'est le premier référendum qu'emploie le général de Gaulle. C'est la première. En fait, ce que je dis est juste et faux. La Constitution elle-même en 58 est ratifiée par référendum. Et elle inclut le pouvoir du référendum. Exactement. Et en 62, il utilise, le général de Gaulle, le référendum pour soumettre aux Français une question simple. Voulez-vous élire le président au suffrage universel direct ? Ce qui n'était pas le cas. C'est le premier référendum. Exactement. D'accord. Exactement. Et pourquoi il le fait ? On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais vu la situation actuelle, c'est que le général de Gaulle pose une question qui n'est formellement pas constitutionnelle, c'est toute une histoire, pour forcer les Français, pour pousser plutôt les Français à lui donner un oui que les parlementaires lui auraient refusé. Ce qui veut dire que la légalité de la question, peu importe. Ce qui importe pour le général de Gaulle, c'est que la question soit posée aux Français. Et qu'il tranche, que le peuple Exactement. tranche. C'est ça, d'accord. Alors ça, c'est donc le premier référendum, et avec une majorité, je crois, très confortable. Oui, très large. Très large, on a une majorité, le premier référendum de mémoire, et on est encore à 70%, ou 65 ou 70% en faveur du général de Gaulle. Et puis les gens votaient, il y avait très peu d'abstention. Alors là, ça c'est aussi ça faut le rappeler, mais c'est une lente dégringolade. Hein. Plus on avance, moins on vote. Ce qui fait, vous savez, quand on fait un rapprochement entre les élections des années 2000-2010 et ce qui se passait à l'époque, on a l'impression que c'est peut-être pas une espèce de frise ou une courbe parfaitement, référencée, mais c'est une lente dégringolade à l'époque. À l'époque, une abstention de 30% ou 35%, c'était un échec. Aujourd'hui, lorsqu'on a une abstention... 45%, il y en a 55 qui ont voté. Aujourd'hui, on a pris l'habitude à ce que 60% des gens ne votent plus aux élections. Et alors justement, donc, référendum donc sur l'élection au suffrage universel. Et justement, faisons un peu l'historique justement du rôle du référendum. Et quand est-ce qu'il y a eu le second référendum ? C'était quand ? Alors, on a eu, si vous voulez, on a une période où il y a 3 référendums qui se succèdent plus ou moins. On a 2 référendums sur l'Algérie française, fin 61, début 62, avec en même temps le grand référendum français qui concerne vraiment les institutions, qui est celui de 62, sur l'élection du président au suffrage universel direct. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a même un mal fou à se le figurer. Les Français, en 1 an et demi, sont conviés à 3 référendums. 2 pour débloquer la crise algérienne, et 1 pour donner un satisfecit ou non, mais il le donne au président, au général de Gaulle, sur l'élection du président au suffrage universel. Donc 3 il y a référendums. Plus de 60 ans, 3 référendums. Exactement. 3 référendums. Et aujourd'hui, depuis 2005, néant absolu. Et précision, 3 référendums sur quel sujet ? Sur des sujets majeurs, pas l'utilisation des trottinettes à Paris ou le nettoyage des rues ou le Hidalgo Gate. On n'est pas là-dessus. On est sur débloquer une crise algérienne qui est à l'époque le GIR qui a eu la peau
du régime de la 4e République, donc c'est un conflit absolument colossal, et troisième référendum, ou deuxième problématique, une question de révision institutionnelle qui n'est ni plus ni moins que la grand-messe présidentielle. L'élection du président au suffrage universel direct va modifier radicalement le régime. Ce qui veut dire que De Gaulle choisit le référendum pas pour faire semblant de poser une question, absolument, mais pour remettre les clés du camion au peuple. C'est très intéressant, on va suivre ça. Après cette petite pause, on continue à parler de ce qui a vraiment changé la France. De Gaulle, bien sûr, mais l'utilisation des référendums par lui, évidemment. Un ouvrage passionnant de Guylain Benassa pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France, l'histoire récente de la France. Et pourquoi on en est là? Parce que c'est vraiment très bien dit en catimini, en ligne rouge, le référendum impossible. Comment faire taire le peuple, l'histoire de ce référendum. Alors, Guylain Benassa, on a parlé effectivement de la 5e République, de Gaulle, des 3 référendums qu'il y a eu en quelques temps, et un laps de temps très court. Et puis, 69, De Gaulle, donc c'est après les événements de mai 68 bien sûr, De Gaulle décide de faire un référendum sur le Sénat et les régions. Et alors, juste pour vous, et vous en parlez dans votre livre, est-ce que c'était quelque part... On en a beaucoup glosé, beaucoup parlé. C'était une manière de lui, quand il disait, écoutez, si vous ne votez pas si vous n'approuvez pas, j'en tirerai les conclusions et je m'en irai. Est-ce que c'était une manière, il savait déjà les résultats et c'était je suis venu te dire que je m'en vais? Absolument pas. Alors, je suis convaincu que non, d'autant plus en replongeant dans les débats d'époque. Premier élément, et moi j'ai trouvé ça passionnant, au lendemain de mai 68, quand il essaye de reprendre la main, c'est son épouse qui lui dit, c'est tante Yvonne, son épouse, l'épouse du général de Gaulle, qui lui dit « Charles, il est temps de référender ». Parce qu'elle sait, elle, au fond d'elle-même, que le seul à pouvoir reprendre la main, c'est son mari, c'est-à-dire le président de la République. Non pas trouver, vous savez, des arrangements, des petites démissions, des changements ministériels, des combines d'appareils. Non, il est temps, Charles, il est temps de référender. Voilà sa phrase. En fait, De Gaulle, au lendemain de mai 68, il cherche absolument à vouloir référender. Il veut faire un référendum parce que, certes, il s'en sort pas trop mal, finalement, de l'issue 68. Certes, les gaullistes gagnent largement les élections législatives, donc a priori tout va bien, Madame la Marquise. Mais De Gaulle tient son référendum. Et en fait, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a mal en tête, qu'on sait trop peu, c'est que De Gaulle voulait, d'une part, mettre fin à cette espèce de petite musique selon laquelle il était en berne ou en descente ou en fin de régime, même si effectivement peut-être qu'il n'a pas été tout à fait lucide sur ce point, mais surtout, c'est probablement, et je pèse mes mots, la réforme la plus ambitieuse qu'on ait tenté de faire sous la 5e République. La réforme la plus ambitieuse. Les régions. Alors, parce qu'on croit que c'est les régions. Mais De Gaulle, par référendum, c'est pas ça qu'il veut faire. De Gaulle, juste avant le référendum, précise que son ambition, c'est de mettre en place les prémices de la participation. On en parle souvent. Vous savez ce que c'est la participation? C'est très simple. La participation, c'est l'idée que, du sol au plafond en France, au niveau des entreprises, des institutions, du Parlement, du Sénat, de tout ce qui fait en fait la France, il y a une révolution qui fasse que d'une manière ou d'une autre, ceux d'en bas ont le droit de participer comme ceux d'en haut. Ce qui veut dire qu'il faut penser globalement la réforme du monde du travail, la réforme institutionnelle, la réforme de la politique, la réforme du pouvoir. Tout est là. Et en fait, il va mettre en jeu sa responsabilité. Mais il l'a pas dit comme ça, Guylain Benassa. Alors, juste avant le référendum, il parle clairement de participation. Le problème, vous savez ce que c'est que les syndicats ne voulaient pas entendre parler de participation dans l'entreprise, ni le patronat. Ouais. Ce qui fait que du coup, il a commencé avec le Sénat comme première marque dans la participation, mais il a toujours indiqué clairement en filigrane que c'était la première étape d'un changement d'ampleur qui refondrait concrètement le monde du travail également. Donc pour vous, le vote négatif des Français, puisque les Français ont rejeté, ont voté non à une majorité quand même pas négligeable, l'a surpris et meurtri. D'après vous? Ah, complètement. Alors, le récit exact, c'est qu'il est à Colombey le jour avant le référendum. Il s'exile à Colombey. Il vient d'avoir un dernier sondage qui lui indique que manifestement il va perdre. Parce qu'au début, la tactique est payante. Les premiers temps du référendum en 69, De Gaulle a un oui qui est à 60%. Petit à petit, ça baisse. Et il a un mauvais dernier sondage. Donc 2 jours avant le référendum. Et là, il semble-t-il, il a cette phrase toute simple. Il dit, cette fois, c'est cuit.
Et donc il se retire à Colombey, les résultats tombent et vous savez, il part avec une dignité monacale, quelque chose d'incroyable, avec un communiqué de presse dans la nuit en disant... 1 heure après. Exactement, c'était dans la nuit même, c'était terminé, il est parti. Mais c'est clair que ce que j'essaie de montrer dans le livre, et pour moi c'est fondamental, c'est que, vous savez, la grande théorie française qu'on entend et que tous les experts nous tiennent aujourd'hui, c'est de dire attention, le référendum est plébiscitaire, c'est-à-dire il y a une tendance à voter pour ou contre l'homme. Mais en fait, premièrement, ça permet aux gens, ça force les gens à aller voter, ça politiquement, ça quelque part, ça fait débat. C'est important, bien sûr. Et d'autre part, surtout, c'est extrêmement démocratique, parce que ça veut dire que le chef qui perd doit partir. C'était ça la conception du référendum dans la Ve République. C'est pour ça qu'il était contre la cohabitation, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Exact, mais à l'époque, il n'y aurait jamais eu de cohabitation. Soit le chef gagne et il reste, soit il perd et il part. En 69, De Gaulle joue la dernière fois, c'est son dernier coup, il perd, il part. Il a appliqué jusqu'au bout sa propre doctrine, il n'a pas menti et il n'a pas trahi. Et il a été dans une cohérence absolue, il faut le dire, absolument, par rapport à ce qu'il est. Ce qui aujourd'hui paraît une denrée très rare, c'est le moins qu'on puisse dire. Guilain Benassa, alors justement, avançons un peu dans l'histoire, donc 69, effectivement, De Gaulle, je dirais, qui a vécu par les armes, péri par les armes, en tout cas l'arme du référendum s'est retournée contre lui, bon, mais il est parti avec cette dignité exemplaire. Et alors, passons, donc c'est Pompidou arrive au pouvoir. Pompidou utilise aussi le référendum. Pompidou l'utilise. Pompidou, on l'oublie un peu souvent lorsqu'on parle d'Europe et de référendum. Pompidou, en fait, c'est le premier à consulter les Français sur l'Europe. 72. Alors, les détails seraient longs, mais en gros, Pompidou, ce qu'il veut, il veut garder intact l'instrument du général de Gaulle. Il a cette phrase simple, il dit, dès le départ du général de Gaulle, il faut trouver une question pour référender. Il l'a dit dès le départ. Il le dit dans les mois qui suivent. Dans les mois qui suivent, c'est-à-dire, il dit tout de suite, il faudra trouver un moyen de faire un référendum, sinon l'instrument tombera en désuétude. Et donc en 72, effectivement, on a un référendum sur l'Europe voulu par Georges Pompidou. Donc l'idée, et c'est l'idée centrale de tout mon livre en fait, c'est de dire que juste après, si vous voulez, la dernière belle transition, la dernière succession correcte, la dernière cohérence institutionnelle, le dernier président de la République conforme aux institutions, c'est Georges Pompidou, parce qu'en mettant les pieds dans les chaussures à papa, son mentor, le général de Gaulle, il en respecte l'usage. Dans les pas de mon père. Exactement. Il s'est dit, et il a continué à se dire jusqu'au bout, il faut garder intact l'outil, il faut trouver un moyen d'utiliser l'outil, sinon personne n'en voudra plus par la suite. C'est la dernière fois, en 72, qu'on a eu un référendum un peu conforme, j'allais dire, à l'esprit du général de Gaulle. Il meurt en 74 et arrive Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Et là, vous prononcez, il l'a dit beaucoup plus tard, mais c'est sur la page 4 de votre livre, j'ai regardé ça, c'est magnifique. Il a dit ça, Valéry Giscard d'Estaing, qui arrive donc après Georges Pompidou. Il a dit le 5 mai 2005, il n'était plus président de la République, et il dit cette phrase admirable, enfin admirable évidemment entre guillemets, c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. C'est intéressant comme conception de la démocratie. Mais en fait, Giscard n'a pas fait de référendum. Non. Giscard, premier président sans référendum. Le premier. Il est élu en 74, il quitte en 80, remplacé par Mitterrand, et donc on a 7 ans sans référendum. Alors, quel bilan tirer ? Honnêtement, là, Giscard lui-même n'est pas très clair. Il dit à la fin de ces 7 ans, si une vraie question se pose, un jour, j'organiserai un référendum. L'air de dire, si je suis réélu, et qu'il y a une nécessité. Oui, pendant son premier septennat, rien. Mais André Berkoff, vous savez, l'articulation est toujours la même. Mitterrand fera le même coup. Il dira plusieurs fois, y compris à la fin de son deuxième septennat, c'est-à-dire après 14 ans de règne, il dira mais ce serait bien quand même d'organiser un référendum sur le quinquennat. Ça veut dire, je l'ai pas fait pendant 14 ans, j'ai remisé ça à plus tard, mais ce serait bien quand même qu'un jour quelqu'un le fasse. Mitterrand, lui non plus, n'a pas fait un seul référendum. Maastricht. Ah oui, Maastricht. Il y a un référendum. J'allais oublier Maastricht. Il y a, j'allais dire, un petit référendum qui porte en 88 sur la Nouvelle-Calédonie. Mais qui est une parenthèse, et son grand référendum de Mitterrand qui est sur Maastricht, qui est un référendum, on a peut-être l'occasion d'en dire 2 mots, qui est un référendum qui lui est arraché. Il n'en veut pas. Il est contraint de l'organiser parce que Séguin
gueule à l'Assemblée et parce qu'en parallèle, les partis politiques se rendent compte qu'il faut faire quelque chose. 92, exactement. On va en parler après cette petite pause. Effectivement, Maastricht, c'est très important parce que votre préfacier Michel Onfray ne parle que de ça. Exactement. Et je le rejoins sur le problème. Et vous voyez, électeurs, auditeurs de Sud Radio, électeurs aussi, résistants de Sud Radio, le référendum impossible, écrit Guilain Benessa, il est rendu impossible. Et pourquoi ? Et on va parler aussi d'un tournant. Ce tournant a été historique, c'est le référendum initié par François Mitterrand sur Maastricht, effectivement, le fondement de l'Union européenne. Enfin, il faut dire, c'est là où la partie s'est jouée. C'était il y a un peu plus de 30 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Mitterrand, vous le voulez, ce référendum, ou pas ? Alors, Mitterrand, il a joué un jeu malin, très malin même. Mitterrand ne veut pas du référendum. C'est son habitude, effectivement. Mitterrand, il veut pas du référendum. Mitterrand, il a compris que, mais, si vous voulez, Mitterrand, je pense que c'est le dernier, ou l'un des derniers, qui savait le risque qu'il y avait à faire un référendum. Parce que Chirac aussi l'a su, mais il est quand même tombé dans le panneau. Mitterrand, jusqu'au dernier moment, il sait que, mettre les doigts là-dedans, le peuple, vous savez, cette chose bizarre, dont on saisit pas trop les linéaments, les attitudes, les comportements, les humeurs, etc. C'est plutôt sans passer. Donc, il a cette phrase formidable que je restitue dans le bouquin. Mitterrand a cette phrase formidable, il répond à un journaliste, le référendum, vous n'y pensez pas, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Donc, oui, vous le racontez, c'est textuel. Exactement, c'est très simple, c'est trop compliqué. Oui, je dis, c'est si compliqué de demander au peuple sa voix sur une histoire de souveraineté. C'est comme Giscard, on ne sait pas s'il va dire oui, donc c'est embêtant. Exactement. Donc Mitterrand, c'est trop compliqué, il ne veut pas de référendum, sauf que il va avoir face à lui son ennemi numéro 1 à l'époque, qui est Philippe Séguin. Séguin prend la parole à l'Assemblée nationale et réclame, ni plus ni moins, l'organisation d'un référendum. Alors là, Séguin, pour moi, à titre personnel, c'est le dernier très grand discours de la Ve République. Son discours de mai 92 à l'Assemblée à Philippe Séguin, c'est un discours, faut se rendre compte, c'est 2h30 de discours, 2h30 à l'Assemblée, avec un ton tragique, mais pas non plus. C'est le dernier vrai gaulliste, enfin, dans l'esprit. Oui, son discours est vraiment un vrai discours de gaulliste historique. On a l'impression, vous savez, d'avoir un gaulliste des années 60. C'est vraiment, c'est prégnant. Ça a duré 2h30, son 2h30. Et il a cette formule que je trouve formidable. Formidable, il dit, Séguin, qu'il faut un référendum parce que l'Europe, à ce moment-là, et c'est sa phrase, c'est sa formule, il dit, l'Europe n'est rien d'autre qu'une gigantesque, je cite, conspiration du silence. Ça veut dire que Séguin sait que pour que cette conspiration du silence s'arrête, qui est faite par les juges, par les traités que personne ne connaît, par les directives que personne ne connaît, surtout pas les Français, il faut un moment une décision populaire. Donc il réclame à corps et à cri qu'il y ait un référendum qui puisse ratifier le traité de Maastricht. Et ce qui va se passer, c'est que d'une part, Séguin, excusez-moi du terme, mais va foutre un bordel à l'Assemblée pas possible, et il crée en même temps une admiration parce que vous voyez, c'est le gaullisme du fond des âges, c'est la petite voix française qui résonne dans les murs de l'Assemblée, et en parallèle, on a aussi, à ce moment, pardonnez-moi, les stigmates, enfin un mauvais stigmate en quelque sorte, on a les Danois qui votent non au référendum. Oui. Ce qui veut dire qu'on a la conjonction entre un non d'un peuple et un nom d'une personnalité. Et un référendum demandé par une personnalité qui prend la parole. Là, Mitterrand, il est coincé, il est dans les cordes, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va finalement recourir au référendum, et il aura en plus, vous savez, quelques phrases sympathiques. Mitterrand, il va dire, je me suis posé la question et je me rends compte, et il dit, je me suis rendu compte depuis le départ que c'était finalement ce qu'il fallait faire. Ce qui veut dire que il rétropédale sans vraiment le dire. Lui qui disait c'est trop compliqué, se dit finalement il faut bien un référendum. Donc on le fait avec les résultats que l'on sait, 51-49. Exactement, ça joue à pas grand-chose. Ça joue à très très peu. Le référendum a lieu, et surtout, et c'est ce que j'explique bien dans le bouquin, pour moi, le point de passage de Maastricht, c'est surtout que cette fois-là, on va officialiser l'idée qu'il y a une seule réponse acceptable, que seul le oui est légal en quelque sorte. On va dire aux Français, on vous a concédé un référendum, mais n'oubliez pas de voter bien. De voter bien, et là, alors là, je raconte pas mal de formules, je les ai oubliées là de mémoire, mais beaucoup de formules venant de gens, alors de droite, de gauche, on a tout, qui sont à chaque fois, il n'y a que le oui. Oui à l'Europe, il n'y a que ça, notre horizon indépassable, comme disait l'autre. Bérégovoy qui a cette phrase, je crois que c'est Bérégovoy qui dit, on ne peut que voter oui lorsqu'on est informé.
Ce qui veut dire, lorsqu'on est bon, lorsqu'on est bien, lorsqu'on sait. Si vous êtes un ignare et un plouc, évidemment, vous allez voter autrement. Exactement. Donc Mitterrand, mais c'est son seul référendum. Enfin, s'il y a eu un autre, il y a eu le référendum, en fait, qui a été voulu par son Premier ministre, qui a demandé à Mitterrand de l'organiser sur l'indépendance de Nouvelle-Calédonie. C'était Rocard, Premier ministre. Mais c'est vraiment une exception qui confirme la règle. 92, c'est le seul vrai référendum sous Mitterrand, 14 ans, qui est donc arraché par des circonstances qui l'obligent à faire un référendum. Et alors, Chirac qui se revendiquait du gaullisme, comme chacun sait, enfin, quelqu'un a dit, il est au gaullisme ce que la musique militaire est à la musique. Bon, enfin, c'est méchant ça. Non mais Chirac. Nos référendums. Alors Chirac, on a 2 référendums sous Chirac. La majorité, enfin le septennat. On a le quinquennat. Le quinquennat. Exactement, qui passe au référendum en 2000, qui en fait est un référendum qui n'offre guère d'importance. C'est-à-dire que, en fait, le vrai intérêt du quinquennat, faut être clair. D'une part, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que pas mal veulent en sortir. Parce que Emmanuel Macron lui-même, Marine Le Pen et d'autres sont en train de nous dire si les circonstances sont alignées, ce serait peut-être bien revenir à un septennat d'une manière ou d'une autre. Ou non renouvelable, peut-être. Ou non renouvelable. Donc le génie du quinquennat qu'on nous vendait il y a 20 ans, on est en train de revenir dessus, mais admettons, pourquoi pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le quinquennat, Chirac le référende, ou fait un référendum sur le quinquennat, parce qu'en fait, c'est Giscard qui lui impose. Giscard, à l'époque, veut absolument... ça fait longtemps qu'il y pense au quinquennat. Pourquoi ? Parce qu'il veut sa revanche sur Chirac. Giscard, en 81 perd parce que il estime qu'il a perdu parce que Chirac de droite ne l'a pas soutenu contre Mitterrand. Ce qui n'est pas entièrement faux, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Ah mais évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, ce qui se passe en 2000, c'est que Giscard, qui est une autorité morale, qui est devenu le vieux sage centriste europhile que tout le monde respecte, en 2000, il va rédiger un édito dans Le Monde où il va pousser au quinquennat en disant maintenant le peuple est prêt, c'est moderne, c'est contemporain, ça fait bien, parce que 7 ans c'est trop long. Chirac n'en veut pas, mais il va se laisser petit à petit happer dans la machine et il va finalement faire un référendum un peu contre son gré. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait les 2 référendums de Chirac sont des référendums faits contre son gré. Comme disait Richard Virenque, vous savez, contre son plein gré en quelque sorte. À l'insu de son plein gré. Pardonnez-moi. Exactement. Mais attendez, vous dites 2 référendums. Il y a eu donc le quinquennat. Oui. Et puis ? Et le vrai, 2005, la Constitution européenne. Nous y sommes, voilà, nous allons y arriver. Le 2005, c'est vrai que ça a été, le grand moment, quoi. Alors justement, parlons de 2005, parce que ça a été quand même formidable. Enfin, je veux dire, tout le monde se rappelle. En fait, je vous prends un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les autres, oui. Enfin, on se rappelle tous ce qui était extraordinaire. C'était, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, pratiquement. Enfin, Libération, au Monde, au Figaro, etc. Si vous ne votez pas oui à 2005, la Constitution européenne, mais vous êtes des analphabètes, quoi. Oui. C'était extraordinaire. Enfin, la pression médiatique et qu'elle soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux était extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire. Ouais. Par-delà la pression médiatique, politique, mais effectivement, de droite, toute l'intelligentsia était... Mais vous savez, le plus parlant, juste politiquement parlant, pour moi, la catastrophe du camp du oui, leur vraie erreur, si je puis dire, l'erreur majeure, c'est cette photo terrible. Cette photo où François Hollande et Nicolas Sarkozy posent ensemble sur match. Et vous savez quoi, André Berkoff, j'ai vérifié une chose, ça m'intéressait. Ouais. C'est comment ça se fait qu'ils aient quasiment le même costume, parce qu'ils ont le même costume bleu son, bleu nuit, et ils ont presque la même chemise. Et j'ai regardé, il y a un article de Paris Match qui revient plus tard sur les coulisses de cette photo, et qui raconte que ils ont ri eux-mêmes à se regarder l'un l'autre en voyant qu'ils se sont habillés de la même façon ce jour-là, en se rendant. C'était pas prévu, ils se sont pas concertés. Et c'est terrible parce qu'on a l'impression que sans se concerter, le camp du bien pense la même chose, quel qu'il soit. Mais j'ai une anecdote à vous raconter. À l'époque, j'étais jeune étudiant en droit, je faisais encore mes études, je ne pensais pas que 20 ans plus tard, j'écrirais là-dessus. Et j'avais des cours de droit, comme tous les étudiants en droit, des cours de droit qui sont formellement objectifs. C'est-à-dire que vous allez en cours, vous apprenez votre matière. Et j'avais un cours de droit européen. Et en fait, insidieusement, à la fac, je me rappelle, insidieusement, on nous a appris qu'on ne pouvait pas voter autre chose que oui, pour des raisons non pas politiques, mais purement fonctionnelles. C'est-à-dire que, vu que tout est déjà là, vu que l'Europe fonctionne plus ou moins, et vu que la Constitution n'est qu'un agrégat de textes qui existaient déjà avant, ce qui n'est pas tout à fait faux, ça veut dire qu'en fait, le oui est la seule réponse possible, puisque tout a déjà été joué d'avance. La seule chose qu'on demandait au peuple, ce jour-là, comme tout bon étudiant en droit, c'était d'apprendre sa leçon,
c'est-à-dire, rappelez-vous, depuis 20 ans, ça marche très bien, ou plus ou moins. Donc on vous c'est demande déjà d'approuver. La seule chose qu'on vous demande, finalement, c'est d'approuver ce qui a déjà été fait. Alors, justement, la question quand même qui arrive tout de suite, puisque c'était approuvé, pourquoi ils ont fait un référendum? Ah, là est toute la question. That is the question. Puisque l'Europe existe, puisque l'agrégat existe, qu'est-ce que vous avez besoin d'embêter le peuple avec ça? Ah mais ça, là c'est le piège fatal. Ça c'était le piège. Un piège qu'on a contourné. On y viendra avec le traité de Lisbonne. D'accord, oui. En fait c'est très simple. Chirac, qui manifestement avait un instinct de tueur comme candidat au présidentiel, avait moins un instinct de tueur comme président de la République. Mais bon, oui. Qu'est-ce ça qu'a fait aussi, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Jacques Chirac, qui écoute donc son sage conseiller Dominique de Villepin, qui d'ailleurs revient parmi nous en ces temps obscurs pour parler du conflit israélo-palestinien. Donc il écoute Dominique de Villepin, il dissout en 97, il perd les législatives et il doit cohabiter. Donc il a fait appel au peuple avec le résultat qu'on connaît. En 2000, je le disais tout à l'heure, il fait un référendum sur le quinquennat qui en fait n'intéresse personne, ce qui fait que les Français se prononcent largement pour le oui au quinquennat, mais personne ne se déplace. On a 75% d'abstention. C'est un référendum. 75% d'abstention. C'est un référendum. Record absolu. Enfin, record absolu, c'est un référendum dont tout le monde se fout. Les Français partent pêcher à la ligne, comme veut l'expression. Et en fait, du coup, Chirac, là, il a retenu sa leçon. Il se dit, attends, j'ai fait une dissolution manquée, un référendum qui n'a intéressé personne, on va peut-être éviter de remettre les doigts dans la machine infernale. Et alors? Et donc il veut pas référender. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les partis politiques au début réclament un référendum. Donc déjà ils l'écoutent un peu. Ils disent c'est difficile quand même sur l'Europe, sur une constitution, sur un texte qui se dit comme ça, constitution, faudrait peut-être quand même demander au peuple son avis, ce serait peut-être bien. Chirac il veut pas, il fait tout, il râle, il dit rien, il consulte, il attend. En général, vous savez, attendre et consulter veut dire on finira par dire non. Mais bon, il consulte. Oui. Et ce qui se passe, c'est une conjonction de deux facteurs. Il avait un bon instinct d'animal politique, là. Oui, oui, tout à fait. Là, éviter les risques. Ouais. Là, il y a deux facteurs. C'est pas les seuls, mais deux facteurs principaux. D'une part, donc les politiques se sentent un peu que c'est compliqué de faire une chose pareille sans l'aval du peuple. Et surtout, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Tony Blair, dans un pays qui référende très peu, c'est-à-dire l'Angleterre, le Royaume-Uni, Tony Blair annonce qu'il y aura l'organisation d'un référendum en Angleterre sur la Constitution européenne. Alors là, lorsque l'Angleterre, qui n'a pas l'habitude de passer par là, annonce que ce sera fait, là, à Paris, ça commence à bouger. Donc Pierre Moscovici et d'autres disent dans la foulée, attendez, si l'Angleterre annonce un référendum, on ne peut pas demander aux Français d'accepter un traité qui passera par l'aval des parlementaires. Et donc du coup, petit à petit, la musique fait son œuvre, Chirac s'y range, et il annonce le 14 juillet... Vous dites qu'il y a une seconde raison. La seconde raison, c'est ça, c'est que les politiques eux-mêmes vont pousser derrière. Et à droite comme à gauche. Pierre Moscovici va pousser, Nicolas Sarkozy, qui ne voulait pas du référendum du tout, va dire « Ah, bah finalement, vous savez, quand on est gaulliste, il a cette phrase terrible. Hein. Sarkozy dit en 2004, je crois, le référendum... c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. » Et d'autres le disent, hein, Jean-Louis Debré, etc. Et là, Sarkozy dit « Quand on est un gaulliste, on ne peut que faire un référendum. » Et alors là, la classe politique le réclame, on va organiser le référendum. Et alors là, c'est le grand Raoult référendaire de 2005, et donc le bazar, le barnum qu'on connaît. Et la bérésina qu'on a connue ensuite. Exactement. Voilà. C'est formidable. Et donc 2 ans après, il s'assoit dessus avec le traité de Lisbonne, comme on sait. Mais du coup, on va continuer à en parler avec Guilain Benessa et nos auditeurs. Du coup, quand même, ça leur a fait un traumatisme. Parce que depuis 2005, nous sommes dans 2023, rien, nada, néant. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ça va revenir demain. Ce que vous savez, j'ai un fil rouge dans mon livre qui est simple et qui se veut le plus accessible possible, parce que pour moi, c'est l'histoire en fait qui se joue là. C'est une contre-histoire très simple. 2005, on nous l'a présenté depuis 20 ans comme un coup de Trafalgar. On nous le dit très souvent, on dit, vous vous rendez compte, c'était inattendu, incroyable. Moi, ce que j'explique, c'est très simple, c'est que c'est au contraire la résolution logique d'un problème qui était vivace depuis 40 ans. En dehors du général de Gaulle et un petit peu de Pompidou, personne ne voulait du référendum. Ce qui fait que Mitterrand fait un référendum un peu contre son gré. Chirac, je viens de le dire aussi, ce qui fait qu'en 2005, finalement, lorsque le peuple dit non, c'est un traumatisme pour les élites. Les politiques. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, ces élites-là ne voulaient pas du référendum du temps du général de Gaulle, et en 2005 se disent, mince,
ça a fini par mal tourner. Maintenant, il est temps de refermer cette parenthèse qu'il ne voulait déjà pas rouvrir dans les années 60. Ça fait qu'en fait, au bout du bout... Et ils étaient contre la constitution de la 5e République là-dessus. Parce qu'ils ne voulaient pas de référendum en 58, ils n'en veulent toujours pas en 2005. Emmanuel Macron, qui n'est rien d'autre que le fils, le fils New Age de Giscard, c'est une sorte de Giscard rajeuni, c'est la bourgeoisie giscardienne qui a pris un autre masque. Évidemment, Emmanuel Macron, il se retrouve dans la peau de Giscard, c'est-à-dire qu'il parle tout le temps de référendum aujourd'hui, mais ça fait maintenant 6 ans qu'on n'en a pas, et à mon avis, on aura des tractations et des discussions, mais on n'a toujours pas l'ombre véritable d'un référendum sur la table. On va continuer à parler avec nos auditeurs. Je sais qu'ils sont nombreux, en tout cas, juste après cette petite pause. Au 0826 300 300, à tout de suite. 13h49 sur Sud Radio, on est toujours avec Guilain Benessa, avocat, essayiste et auteur de ce nouveau livre, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple. Et nous sommes avec César qui nous appelle depuis Bayonne. Salut César. Bonjour, Ave César. Ah, on vous entend pas bien César, attention. Dans quelques instants, André. Ah. Oui, juste après l'explosion de Maastricht, l'explosion, tout ce qui s'est passé, Guilain Benessa, au fond, ça a été on a vu le traité de Lisbonne, Sarkozy s'est assis sur tout sur le référendum, et puis on a continué, voilà, tout va bien, circulaire, rien à voir, nous faisons ce que nous voulons, et ça a été ça depuis. Et ça a été ça depuis. C'est-à-dire que le coup de Trafalgar de présenter souvent comme ça du non à la Constitution européenne, c'est une façon finalement extrêmement habile de dire après, on peut plus, de se dire à soi-même, il est temps de ne plus consulter le peuple. C'était déjà plus vraiment le cas puisque on n'utilisait plus du tout le référendum. Vous savez, je dis pas qu'il faut penser que statistiques et chiffres, mais tout de même, on a quand même du temps de Gaulle avec Pompidou, on a en grosso modo, on a 14 ans, 5 référendums. 5 référendums. Ça veut dire qu'on consulte les Français tous les 2 ans, 2 ans et demi. Ensuite, on les consulte de moins en moins, et maintenant, depuis exactement 18 ans, on n'a pas vu l'ombre d'un référendum, au moment même, et j'insiste largement là-dessus, au moment même où on n'arrête pas de parler de démocratie participative. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'on rêve... Avec les gilets jaunes qui demandaient un référendum à corps et à cri. Exactement. Ce qui veut dire qu'au moment même où on sent que chacun veut être consulté, au moment où on sent qu'il y a une rage, je veux dire, qui subsiste depuis des années, que les gilets jaunes sont venus dans la rue, etc., je veux dire, il y a quelque chose qui bouillonne. Au moment même où on a tout ça, l'instrument essentiel a disparu. Alléluia, quelque part pour le politique depuis 18 ans. Résultat des courses, il n'y a plus de problème officiel, mais on a relégué les problèmes dans la rue sans trop la regarder de près, sauf quand il y a vraiment une agitation, ou alors, formule magique, on sort le chèque pour s'acheter la paix sociale plutôt que sortir le référendum pour consulter le peuple. Quoi qu'il en coûte. On a retrouvé César de Bayonne. César, oui, bonjour. Oui, bonjour César. André, vous m'entendez bien ? Très bien, oui, on vous entend là. Parfait. De toute façon, c'est pas grave parce que l'invité est vraiment brillantissime aujourd'hui, donc de toute façon, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Ouais. Merci André Berkoff en tout cas pour vos émissions. C'est un sujet hyper intéressant, la démocratie et tout ça. Et moi qui écoute vos émissions depuis un petit moment maintenant, j'ai eu le temps aussi de m'intéresser à ça. Aux États-Unis, vous avez de la famille là-bas, André Berkoff. Vous savez, il vote pour les juges. Oui, absolument. Ils élisent les juges, oui, tout à fait. Voilà, et moi je suis allé au Texas une fois dans ma vie, et on m'a parlé de ça. Je trouve hyper intéressant que le peuple, au lieu de se taper les juges qu'on n'a pas forcément élus, on puisse avoir que le peuple puisse dans chaque ville s'approprier une justice qui lui correspond. Par exemple, moi je vis à Bayonne, si on pouvait voter pour le juge de Bayonne plutôt que d'avoir quelqu'un qui est par exemple d'extrême gauche, je ne sais quoi, qui veut absolument défendre des délinquants et ensuite vous pensez au syndicat de la magistrature, hein, je sens ça. Oui, parce que j'ai écouté votre émission d'hier, j'ai trouvé ça hyper intéressant avec monsieur Hervé Léman, je crois que c'était ça. Enfin bref, et aussi il y a un truc qu'ils font aux États-Unis qui est incroyable, c'est les midterms, c'est-à-dire pouvoir voter à mi-mandat. À mi-mandat, bien sûr. Pour les députés. Et nous, là, actuellement, il y a beaucoup de gens, et c'est mon avis, il y a beaucoup de gens qui pensent que on a des députés quasiment djihadistes actuellement, à l'extrême gauche actuellement. Et je trouve que si on pouvait voter et faire un nettoyage tous les 2 ans et demi plutôt que d'avoir à attendre 4 ans des personnes que l'on trouve inacceptables. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un renouvellement, et c'est par rapport à ce qu'a dit l'invité, et je terminerai là-dessus.
les juges peuvent faire les mi-termes français, donc tous les 2 ans et demi, mais il y a un truc qui est très important, c'est que si on veut voter beaucoup, si on veut avoir beaucoup de référendums, moi je fais un petit peu de gym, c'est très simple, si on veut faire 5 tractions, il faut essayer de s'entraîner à 20. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on demande au moins 20 référendums par an, et on en obtiendra 5. Vous voyez ce que je veux dire? César, vous êtes formidable, on n'en a pas eu depuis 18 ans, et vous voulez faire un référendum par an. Non mais c'est bien, écoutez, pourquoi pas, justement, je vais demander à Guilain Benassa. Alors, ce n'est pas le référendum, c'est l'élection, mais c'est vrai que ça pose aussi le problème de l'élection. Ce que dit César, c'est très intéressant, c'est vrai. Pourquoi on ne voterait pas pour ceux qui nous jugent et pour ceux qui... Enfin, c'est une vraie question. On sait que c'est comme ça aux États-Unis. C'est une vieille discussion, ça. Alors, justement, si je puis me permettre, ce que disait César à l'instant, je le rejoins d'autant plus que, en fait, ce que j'essaie de faire dans mon bouquin, je dépasse un peu le référendum. C'est qu'en fait, si on réfléchit le principe électif, l'élection française, le schéma dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est simple, il est rigoureux, il est terrible. Qu'est-ce qui se passe? La lecture du texte de notre Constitution, l'esprit de comment ça devrait fonctionner, c'est qu'on a une élection présidentielle, l'élection reine, qui est ponctuée d'élections intermédiaires, législatives, évidemment à moindre échelle régionale, éventuellement les européennes, etc. Et qu'en fait, l'ADN de nos institutions, c'est que le président qui perd une élection doit partir. Ce qui veut dire que la législative n'est pas du tout conçue comme une espèce de... Comment dire, de petite respiration. De jeu de bonne taux. C'est-à-dire que si la majorité perd législative, le président perd législative, il doit partir. Il doit partir. Ce que personne n'a fait. Mais attendez, pour le général de Gaulle, on peut même penser, c'est pas si clair que ça, mais on peut même penser qu'une petite élection intermédiaire comme les régionales pourrait servir quelque part de modalité de légitimation. Là où je veux en venir, c'est que si on prend le schéma français, ça veut dire que on a le choix avec... Aujourd'hui, admettons les présidentielles. Vous avez d'un côté le camp du bien et d'un côté le camp du mal. C'est-à-dire Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Vous savez, il y a ce mème qui traîne beaucoup sur Internet où vous avez Macron qui a l'air d'avoir 72 ans et Marine Le Pen 90 et on rejouerait la même élection pendant 40 ans. Ouais, en 2050. Admettons. Ça veut dire que la première élection, elle est gagnée d'avance. A priori. Les élections intermédiaires ne jouent plus leur rôle. Les législatives sont calquées sur les présidentielles. Et même lorsqu'on a des majorités relatives, ça ne donne rien. Et en plus, il n'y a pas de référendum. Ce qui veut dire que si on réfléchit bien, il n'y a plus une seule incertitude électorale qui est la même, qui est la moindre réelle, le moindre poids sur la vie politique. Sauf la présidentielle. Sauf la présidentielle, mais qui en fait est jouée d'avance. Et là, pour répondre à César sur la question américaine, ce qui me paraît très intéressant, c'est que en France, on a surtout perdu quelque chose pour moi, que j'estime à la fois juste dans l'exemple américain et juste dans notre conception politique française. La France est fondée non pas sur le principe de l'égalité, mais sur le principe de légitimité. Le général de Gaulle pensait fondamentalement que sans légitimité, il n'y a pas de pouvoir, et il n'y a pas de pouvoir sans légitimité. C'est la légalité, c'est autre chose. Alors que là, ce qu'on rappelle souvent dans le principe américain, le régime américain, c'est qu'effectivement, tout fonctionne via l'élection, c'est-à-dire légitimer celui qui a du pouvoir. Et ben voilà, c'est une question qu'on ne tranchera pas aujourd'hui, mais qu'en tout cas, Guy, je vous renvoie au livre de Guilain Benessa, Le référendum impossible. Lisez-le, c'est une vraie leçon de choses sur la Ve République et sur nos institutions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Demain, ça